Dans la dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, c'était un studio vlog assez classique de mes petites créations que j'avais faites ces dernières semaines. J'avais parlé d'une idée, c'était de faire des petites vidéos sur une thématique spécifique où je parle d'un sujet qui m'intéresse et je le fais un petit peu version face cam, mais en même temps on me voit peindre, on me voit avancer quelque chose et au final c'est un peu une sorte de voix off. Je sais pas, c'est un truc entre mi-chemin entre un podcast et une vidéo YouTube. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est une idée que j'avais et il y a beaucoup de thématiques comme ça que j'aimerais aborder qui restent dans l'univers de l'art et de l'artisanat et dans ce que je connais plus personnellement. Donc voilà, c'est la première vidéo de cette série qui durera peut-être. Comme je le disais aussi dans l'autre vidéo, je me mets pas la pression sur YouTube, c'est vraiment juste quelque chose que j'aime faire. Donc j'ai pas de régularité que je me mets en place, mais bon, je vais essayer de faire ça le plus souvent possible et dès que j'en ai envie et dès que j'ai de l'inspiration. Et la première vidéo de cette série, on va l'appeler comme ça pour le moment, c'est sur l'artisanat et sur la place de l'artisanat en France. Et en vrai, comment est-ce que j'ai eu l'idée de cette vidéo? C'est simplement en partant au Maroc. Donc tout le mois de juillet, je suis restée au Maroc pendant 1 mois. Et c'est pas la première fois que j'y allais, donc j'y avais déjà passé quelques temps. Et c'est vrai que je trouve que au Maroc, enfin en tout cas je sais pas, j'avais la sensation que l'artisanat était était plus commun, était quelque chose de plus quotidien. Tu pouvais facilement croiser un artisan dans la rue qui avait juste sa petite boutique et son petit truc et il faisait par exemple, il réparait des choses, il y avait de la menuiserie, du cuir, ou même dans les souks, par exemple dans les souks à Marrakech, il y a des mecs qui sont là qui font des sacs en cuir devant toi et ça coûte pas si cher que ça, en dehors même de la monnaie qui est différente, même en convertissant en euros, en ayant acheté un sac fait main en cuir en France, ça aurait été 1000 fois plus cher que ce que j'ai payé au Maroc, même en faisant la conversion en euros. Donc en fait, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui était plus quotidien et moins élitiste, et j'ai l'impression qu'en France, au contraire, l'artisanat, c'est quelque chose de très élitiste, devenu très rare. Donc déjà, je voulais commencer la vidéo par quand je dis artisanat, il y a 2 types d'artisanat, en tout cas dans ma perception de la chose. Il y a l'artisanat plutôt utilitaire, donc une personne qui a un savoir-faire et qui l'utilise pour gagner de l'argent, mais c'est pas forcément quelque chose qui va servir l'art, même pas du tout. Donc ça va être des métiers comme plombier, garagiste, ce genre de métiers-là, où la personne a un savoir-faire manuel, elle fait quelque chose de ses mains, mais ça n'a pas un but d'art, c'est vraiment un but utilitaire, donc l'artisanat utilitaire. Et de l'autre côté, on a l'artisanat d'art, donc moi je suis un peu plus proche de cette partie puisque du coup dans mes études et dans mon début de métier, j'ai aussi rencontré des gens qui étaient dans cette catégorie d'artisans d'art et voilà, c'est quelque chose dont je suis plus apte à parler. Et donc là, c'est plutôt des artisans donc qui ont un savoir-faire, mais un savoir-faire qui va servir l'art, de la broderie, de la peinture sur cuir, de la peinture sur textile, des clouteurs, des plumassiers, bref, il y a plein de métiers aussi dans ce sens-là. Et voilà, donc là c'est plutôt vers l'artisanat d'art qu'on va se concentrer, même si j'ai trouvé quelques statistiques qui en vrai sont sur l'artisanat global et pas juste sur l'artisanat d'art. Et c'est assez difficile en vrai à trouver. Moi, je suis pas non plus quelqu'un qui sait super bien chercher sur internet. Donc des fois, j'ai essayé de trouver des informations et j'ai pas réussi à trouver exactement ce que je cherchais. Par exemple, globalement sur l'idée de est-ce que au Maroc et est-ce qu'en France, il y a une réelle différence entre le nombre d'artisans et la mise en valeur de l'artisanat, c'est très difficile à trouver puisque du coup les chiffres que j'ai, ils sont pas basés sur les mêmes statistiques. Mais le chiffre un peu général que j'ai trouvé en France, c'est qu'il y a 1,7 d'entreprises d'artisans en France et ça fait environ 30% des entreprises françaises qui sont des entreprises d'artisans. Donc voilà ce que j'ai trouvé, mais globalement j'ai pas trouvé, même en recherchant sur des articles ou des personnes qui avaient peut-être déjà eu l'idée de comparer la France avec d'autres pays. La France n'est pas forcément elle n'a pas forcément très très peu d'artisans. C'est juste en baisse par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais voilà, c'est juste qu'en fait le Maroc, c'est ça qui m'a un peu ouvert l'idée de cette vidéo, parce que j'ai vraiment ressenti que en France c'était pas du tout comme ça et que la perception de l'artisan était vraiment différente. Et là encore une fois, à partir de maintenant, quand je vais dire artisan, à part quand je le préciserai, je parlerai de l'artisan d'art du coup.
La dernière fois, je suis partie avec mes parents visiter un musée et c'était aussi une école pour faire de la dentelle, pour apprendre à faire de la dentelle et pour devenir du coup artisan d'art. Et en sortant, on s'est rendu compte qu'en fait dans le musée, il y avait vraiment ce côté où avant, il y a quelques dizaines d'années, voire centaines d'années, les femmes du village, les femmes de la ville, savaient toutes faire de la dentelle parce que leur grand-mère leur avait appris. C'était vraiment une activité qui était très commune. Par exemple, c'était les bergères qui partaient s'occuper des montants dans la forêt, enfin dans les plaines plutôt, et elles partaient avec leur petit matériel pour faire de la dentelle et elles faisaient de la dentelle en haut pour s'occuper l'esprit. C'était quelque chose de manuel, de répétitif et comme le crochet, comme le tricot, comme la couture, c'était des choses qui étaient beaucoup plus répandues et qui étaient beaucoup plus accessibles parce que du coup il y avait beaucoup de monde qui savait les faire. C'était vraiment quelque chose d'héréditaire. Et maintenant, il y a eu une coupure avec l'industrialisation où toutes ces personnes-là qui avaient des petits savoir-faire fait main, etc., de la dentelle faite main, en fait toutes ces choses-là elles ont été reprises par des machines, donc du coup ça s'est un peu essoufflé. Et en plus de ça il y a eu le côté où c'était devenu démodé. Il y a eu un peu une coupure à un moment donné. Il y a une génération qui a dit ouais bon, ta dentelle t'es bien gentil de m'apprendre mais en vrai je m'en fous, donc je vais pas apprendre et je m'en fiche. Et donc du coup il y a vraiment eu quelque chose qui s'est complètement perdu. Et même on le voit moi dans mon métier en côtoyant des personnes qui sont en lien avec des artisans d'art en France. Il y a par exemple des clouteurs, il en reste que 2 en France. Des plumassiers c'est pareil, il en reste presque plus parce qu'en fait il y a personne pour venir apprendre le geste. Ils ont pas de successeur, il y a personne pour revenir apprendre le geste. Et donc du coup c'est des gestes qui se perdent petit à petit et je pense que ça a commencé à partir de cette période et du coup après c'est revenu. Donc maintenant on est un peu dans l'ère où le fait main, le vintage, on redonne un peu de la valeur aux choses qui sont faites lentement, qui sont faites avec les mains, etc., qui sont plus humaines entre guillemets, parce que je pense qu'à un moment donné il y a un trop plein de grosses choses, donc on a besoin de revenir à des choses plus proches de nous. Si tu veux acheter une dentelle faite main par un particulier ou par une artisane d'art ou un artisan d'art, ça va te coûter vraiment super cher. Autant l'acheter du coup directement sur une dentelle qui a été faite à la machine, ça coûtera beaucoup moins cher. Et en vrai, le résultat, il est différent si vraiment tu regardes profondément, mais globalement, ça fait le travail. Une dentelle faite à la machine, c'est pas moche. Donc du coup c'est revenu, puisque c'est revenu un petit peu à la mode, mais c'est revenu de manière complètement élitiste, puisque maintenant quelqu'un qui peut se payer du savoir-faire français, du savoir-faire régional, de l'artisan, et même là on peut parler aussi même pas que de l'artisanat d'art, mais même je sais pas, un petit producteur qui fabrique son propre miel tout seul chez lui, ça coûte plus cher que le miel que t'achètes à Carrefour. Donc du coup c'est devenu quelque chose d'élitiste d'acheter le miel du producteur du coin. Avant c'était logique d'acheter le miel du producteur du coin. Il n'y avait pas de grande surface qui allait te revendre un miel 3 fois moins cher qui est fait on ne sait où. Donc voilà, il y a eu vraiment un retournement de situation et c'est revenu, mais donc maintenant c'est revenu uniquement pour les personnes qui ont les moyens de se le payer. Et vu que c'est moins quotidien, forcément c'est plus rare, et plus rare égale plus élitiste, et plus cher, plus de rareté égale plus cher. Dans cette vidéo, je voulais aussi parler un petit peu de la partie les maisons de luxe, quels impacts et quel rôle elles ont dans tout ça, leur lien avec l'artisanat d'art, etc. Parce que du coup, moi j'ai rencontré, pareil, lors de mon métier, grâce à des personnes que je connais, j'ai pu rencontrer soit des artisans ou soit des entreprises externes qui travaillent avec les grandes maisons de luxe. Et les grandes maisons de luxe ont besoin des artisans, ça c'est sûr et certain. Elles sont en demande d'artisanat puisqu'elles ne savent pas tout faire, elles n'ont pas tout à portée de main dans leurs ateliers, donc elles font appel à des personnes extérieures, à des artisans, etc. Mais c'est des personnes qui sont très rarement citées, et pour en avoir rencontré certains, c'était une entreprise, en fait ils n'avaient pas le droit, ou en tout cas pas le droit tout le temps, de dire qu'ils avaient travaillé avec telle marque ou telle marque, parce que la marque ne voulait pas. Et je trouvais ça super bizarre parce que pourquoi est-ce que la marque ne veut pas mettre en valeur qu'elle a travaillé avec, en plus c'était pas quelque chose en Chine ou dans un autre pays ou quelque chose qui les aurait desservis, c'était vraiment un atelier en France, etc. Alors on m'a beaucoup dit, quand j'ai discuté avec d'autres personnes
qui sont un peu dans le milieu de la mode, etc. On m'a beaucoup dit que c'était pour protéger c'était pour protéger leur atelier entre guillemets, pour pas qu'il y ait le concurrent direct qui aille dans l'atelier et qui dise bon bah j'ai vu que vous avez travaillé avec un tel, donc je vais venir et je voudrais exactement la même chose. Déjà dans tous les cas ils ont pas le droit de faire exactement la même chose. Il y a des droits sur les créations, et d'autant plus que cette entreprise là en tout cas en particulier travaillait avec beaucoup de marques différentes, et tout le monde était au courant que cette entreprise travaillait avec plusieurs marques. Donc il y avait même plus de confidentialité, c'était pas un petit artisan caché dans la campagne qui avait travaillé une seule fois avec une seule marque et qui était confidentiel, etc. Pas du tout, c'était vraiment une entreprise qui travaillait pour en tout cas pour vraiment la grande toile des maisons de luxe. Il y avait quasiment tous les grands noms en fait avec qui ils avaient travaillé. Donc en fait je trouvais ça super bizarre qu'ils le mettent pas en avant, et après on m'a aussi dit que c'était beaucoup pour dire qu'ils l'avaient fait, que c'était vraiment made in cette marque, qu'il n'y avait pas eu d'intervention externe, et pour montrer que voilà le savoir-faire qu'il y a derrière cette robe c'est uniquement mon savoir-faire à moi, de ma marque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne connais sûrement pas toutes les raisons parce que je suis trop jeune. J'ai pas forcément discuté aussi avec des personnes qui étaient vraiment concrètement les personnes qui disent non, vous avez pas le droit de nous citer. Donc il y a sûrement d'autres raisons que j'ignore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue extérieur, je trouve ça super dommage parce que du coup, ça met pas en valeur tous les métiers qu'il y a autour de la mode, tous les métiers qui gravitent autour de la mode, sans que ce soit des métiers un peu obvious, comme par exemple directeur artistique, couturière, petite main. En fait, il y a tellement plus de métiers autour de ce domaine-là, et c'est un domaine, la mode, qui intéresse beaucoup de monde. Moi qui ai fait une école de mode, je sais que à Paris c'est en plein essor. Enfin, il y a vraiment, c'est un petit peu passé du coup l'essor, mais il y a vraiment eu plein d'écoles privées qui ont poussé comme des petits champignons à Paris. Il y a plein de petites écoles privées de mode. Moi, j'en ai fait une, et c'est vrai que c'est rempli. Enfin, ils font des classes de 35 personnes. Il y a vraiment beaucoup trop de monde à l'intérieur, beaucoup trop de monde par rapport à la demande de certains métiers, parce que du coup quand tu parles avec les personnes qui sont dans ces écoles-là, elles te disent beaucoup oui, moi j'ai envie de devenir couturière, ou alors j'ai envie de devenir directeur artistique, ou alors j'ai envie de créer ma marque de vêtements. Mais c'est vraiment assez restreint en général les possibilités qu'ils ont en termes de métiers autour de la mode, alors qu'il y a plein de petits savoir-faire, comme par exemple plumassier, brodeur, des petits artisans qui ont un savoir-faire super précis et qui travaillent avec les grandes marques de mode, puisque c'est vraiment ce petit savoir-faire-là que les marques de mode cherchent pour la haute couture ou pour les grandes robes, pour les grandes créations. Il y a vraiment besoin de savoir-faire super spécifique, de personnes qui savent travailler des matières qui sont vraiment très précises, et donc du coup je trouve ça dommage que ce soit pas mis en avant par les marques de luxe, parce que du coup ça permettrait peut-être de ramener plus de monde et de ramener plus de jeunes, d'intéresser plus de jeunes, et de remettre un peu le côté artisan dans son atelier qui travaille juste un savoir-faire précis, de le remettre entre guillemets à la mode et de le valoriser en tant que s'ils sont pas là, le luxe n'existe pas. Donc si t'aimes le luxe, tu peux faire ça. Et en plus c'est quelque chose de plus accessible que de se dire qu'on va devenir directeur artistique, c'est quelque chose quand même d'assez audacieux. Directeur artistique, il y en a vraiment pas beaucoup, même créer sa marque, c'est des choses qui sont très difficiles, alors que acquérir un savoir-faire très précis, ça demande aussi beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup d'apprentissage, mais c'est quelque chose de plus accessible. Il y a aussi ce truc de il faut avoir un talent fou, alors que pour moi un artiste c'est différent d'un artisan. Un artisan c'est pas un artiste, un artisan il a quelque chose entre les mains qui est extraordinaire, il a un savoir-faire, il a quelque chose qu'il a appris, qu'il connaît par cœur, il pourrait le faire en fermant les yeux, mais c'est pas lui l'artiste c'est vraiment celui qui a l'idée, qui a un message, qui a quelque chose à faire passer, et qui va utiliser différents savoir-faire. Soit il va prendre des intervenants, soit il va s'essayer à différents savoir-faire pour sortir ce qu'il avait de lui, pour dire ok, j'avais ça dans ma tête, j'avais cette idée, j'avais envie de transmettre ça, et il va choisir son savoir-faire, il va choisir le biais artistique par lequel il va passer, et il va exprimer ses sentiments, son ressenti, une idée ou quoi que ce soit. Un artisan, il travaille, on lui fait une commande, comme je sais pas, un plombier, il vient, on lui dit bon, tu dois réparer ça, tu dois me rendre ça pour tant. Un artisan c'est pareil, on va lui dire bon voilà, moi je veux ça, est-ce que tu es capable de le faire? Si tu es capable de le faire, je veux que tu me rendes ça pour telle date.
Même si du coup il y a le côté beaucoup plus artistique, certes, parce que c'est pas utile de faire de la broderie, c'est vraiment purement esthétique, mais c'est pas artistique, c'est pas un geste, c'est pas l'artisan qui est en train de broder, il est pas en train de se dire je vais broder parce que voilà je vais faire une création qui montre ça, etc. Non, parce que lui il réalise une commande d'un artiste qui lui a demandé j'aimerais ça pour mon œuvre. Et donc du coup c'est quelque chose de plus accessible en fait directement quand on le voit comme ça et quand on le déconstruit comme ça, même si savoir broder c'est super difficile et il faut avoir des heures d'apprentissage, mais comme beaucoup de métiers en soi il y a beaucoup de choses que les gens font, il faut à un moment donné choisir un domaine et apprendre dans ce domaine-là, et ça prend forcément du temps, et ça prend forcément il faut forcément être rigoureux pour réussir dans un domaine, mais c'est pas des choses fermées. Un artisan n'a pas c'est pas quelqu'un qui a un talent inné, qui s'est réveillé et qui c'est pas du tout pareil, en tout cas, je trouve, qu'un artiste. Et je trouve que la frontière, en tout cas, entre artisan d'art et artiste, elle est trop souvent rompue. Et donc, du coup, il y a vraiment une sorte de distance avec ces métiers-là, comme si c'était vraiment trop difficile de les atteindre, etc. Et en plus, du coup, c'est des secteurs vraiment en tension. Par exemple, j'ai une statistique, c'est que un artisan sur 3 a plus de 50 ans, donc c'est quand même énorme. Je sais plus exactement ma courbe, je vous la mettrai, je pense, sur l'écran, mais sur la courbe, on voit que la courbe juste des artisans, donc là, ça englobe tous les artisans différents. Il y en a beaucoup, il y en a quand même beaucoup qui ont 60 ans et plus. C'est énorme. Et des personnes qui n'ont du coup pas forcément de successeurs, parce que quand on regarde la courbe qui est plutôt vers les 25, 30 ans, 35 ans, elle est quand même plus basse que celle qui est vers les 60 et plus. Donc, il y a moins de successeurs que de personnes qui partent à la retraite. Donc, c'est aussi des secteurs qui sont en tension, comme dirait Pôle emploi. C'est vraiment des métiers dans lesquels on peut se lancer et dans lesquels on peut trouver sa place. C'est pas du tout des secteurs qui sont bouchés, au contraire. Et donc du coup, je trouve que, par exemple, on en revient encore à ça, mais les maisons de luxe qui mettent en avant uniquement leurs ateliers, qui mettent en avant uniquement les directeurs artistiques, qui ne mettent jamais en avant les petits artisans avec lesquels ils ont travaillé, contribuent à ça, parce que du coup, la personne qui adore la mode, qui est passionnée par ça, etc., du coup, ce qui l'a fait rêver, c'est de rentrer dans cette marque-là. C'est de rentrer dans le cercle des ateliers de cette marque. C'est de devenir directeur artistique, c'est de devenir les gens qu'on montre, en fait, les gens qui sont mis en avant. Alors après, bien sûr, si on creuse, on peut aussi voir que voilà, les artisans, on peut les trouver, ils sont pas non plus invisibles, mais c'est vrai qu'ils sont pas non plus super valorisés, et je trouve ça dommage parce que du coup ça ouvrirait les portes à potentiellement de nouvelles personnes qui voudraient du coup apprendre un savoir-faire qui servirait le milieu de la mode sans être directement un secteur en tension, parce que par exemple, pour rentrer même en tant que petite couturière, moi j'ai connu une fille qui était couturière dans une grande marque. C'est quand même super compliqué de rentrer à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est vraiment des secteurs où il y a énormément de demandes. Et alors là, on va partir sur un souvenir un peu plus lointain. Donc c'était quand j'étais au collège / lycée, mais je crois que c'était au collège parce qu'il me semble pas qu'il y avait de classe comme ça au lycée. Mais donc du coup là, on va parler plutôt de l'artisan utilitaire, parce que après ça peut aussi déboucher vers de l'artisanat d'art, mais j'avais envie de parler des classes de SECPA. Donc au collège, il y avait les classes du LIS et les classes de SECPA. Donc les classes du LIS, si je me souviens bien, c'était les personnes donc qui avaient de réels troubles qui les empêchaient en fait d'apprendre au même rythme que les autres élèves. Donc du coup, ils avaient des classes spécialisées. Et t'avais les SECPA, mais les SECPA, ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout un trouble. C'était vraiment juste des enfants, des adolescents qui n'arrivent pas à se concentrer en cours, soit qui ça les intéresse pas, ils sont pas très littéraires, ils aiment pas trop apprendre, etc. Ou en tout cas, ils aiment pas trop apprendre dans les livres. Et ils ont besoin potentiellement de choses plus concrètes. Donc du coup, il y avait des classes de SECPA où on apprenait à ces élèves-là des choses beaucoup plus concrètes. Moi, je me rappelle que dans mon collège, c'était au sous-sol, c'était en bas, et on était déjà venus visiter plusieurs fois avec Sou. Et en fait, c'était vraiment des grands hangars avec, des grandes salles. Avec, par exemple, il y avait une grosse partie menuiserie. Donc, il y avait des énormes machines, ça travaillait le bois, etc. Je me souviens, je sais pas pourquoi, c'est le menuiserie qui m'a marqué, mais j'imagine qu'il y avait aussi d'autres matériaux et d'autres choses qu'ils pouvaient apprendre. Mais voilà, c'était des classes, en fait, qui étaient destinées à derrière passer soit un CAP, soit un bac pro, pour pouvoir partir dans des métiers, justement, plus manuels et des artisans.
Et c'est vraiment pas une mauvaise chose, enfin d'un point de vue extérieur maintenant, en étant un peu plus adulte et en ayant plus de recul sur certaines choses, c'est vraiment pas bête de faire ça. Une personne qui n'arrive pas à apprendre dans le système scolaire classique, c'est bien de la rediriger vers quelque chose de plus manuel, d'autant plus qu'on en a besoin. On a besoin de personnes plus intellectuelles qui vont faire des métiers dans des bureaux, qui vont faire des métiers derrière des ordinateurs, qui vont être avocats, qui vont être médecins. On en a besoin, ça c'est sûr. Mais on a aussi besoin d'un menuisier, on a aussi besoin d'un plombier, on a aussi besoin d'un électricien. Les deux choses ne vont pas l'une sans l'autre, c'est super important. Et du coup, je trouve ça bien maintenant. J'ai vraiment le souvenir qu'au collège, en fait, c'était vraiment pas du tout mis en avant, ni par les élèves. Bon, ça, à la limite, je comprends parce que au collège, t'es au collège quoi, donc tu dis un peu n'importe quoi, donc c'est vrai que c'était devenu une insulte de dire que cette personne c'est un sec-pas, mais même les enseignants, enfin les profs, moi j'ai vraiment le souvenir de profs qui nous disaient devant toute la classe, qui allaient dire ouais bon franchement vous êtes nuls, enfin ils allaient peut-être pas le dire comme ça, mais franchement vous mettez trop de temps pour apprendre ça, même avec les sec-pas j'y arrive. Ou alors c'était vraiment des comparaisons mais négatives envers les secpas, comme si voilà quoi, si les secpas y arrivent, vous devriez y arriver aussi. Et du coup il y avait vraiment ce truc commun de se dire que le secpa c'était juste un mec bête qui juste était bête quoi, et du coup il était en secpa, parce que du coup les Ulysse il y avait ce truc de c'est un trouble du comportement, donc il y avait un peu un truc tu vas pas te moquer de quelqu'un qui a un trouble, mais les secpas c'était pas des personnes qui avaient des troubles, il y avait pas de diagnostic, il y avait rien du tout, c'était juste des personnes qui réussissaient pas à apprendre, soit par non envie ou soit par difficulté, mais qui n'arrivaient pas à apprendre les mêmes choses qu'un élève classique et que le parcours classique. Mais donc du coup je trouvais ça super bizarre que ce soit dévalorisé par les profs, et que ce soit, enfin je sais pas, je trouvais ça vraiment bizarre, et du coup ça participe aussi au truc un peu commun de c'est largement mieux d'être avocat que d'être électricien, alors qu'en soi c'est pas nécessairement mieux, surtout que les électriciens c'est pareil, il y a vraiment du travail d'électricien. Quand on prend rendez-vous, bon moi j'ai jamais pris rendez-vous encore, mais je sais que mes parents quand ils prennent rendez-vous chez l'électricien, il y en a pour vraiment longtemps d'attente, parce que les mecs ils ont 50 000 trucs à faire, ils ont 50 000 demandes, parce qu'il y en a pas beaucoup et ça coûte cher aussi. Donc c'est quand même aussi des secteurs qui sont quand même en tension, et c'est pas nécessairement mieux, enfin il y a pas un métier qui est mieux qu'un autre, il y a un métier qui est mieux pour toi. Donc il y a des personnes qui vont se sentir mieux en étant avocat et d'autres personnes qui vont se sentir mieux en tant qu'électricien, et il faut vraiment participer au fait que un élève ou un adulte, même un adulte, doit se rendre compte que il doit choisir ce qu'il a envie de faire. Et je trouve ça trop bizarre en fait de vraiment dévaloriser, et même les parents, moi je connais vraiment beaucoup de parents aussi, pas forcément personnellement mais même juste des amis à moi qui avaient envie de faire quelque chose qui était peut-être un petit peu plus manuel, qui sortait un petit peu de la fac ou du parcours que leurs parents avaient imaginé, et leurs parents étaient en mode non, tu vas faire la fac, ça va t'ouvrir des portes. Cette phrase, je pense qu'on l'a tous entendue. Moi-même aussi, quand j'ai voulu je suis sortie du lycée, j'étais en STMG, et moi ça m'intéressait pas trop. J'avais envie de partir dans quelque chose d'un petit peu plus. À ce moment-là, j'avais envie de faire une école d'équithérapie, donc c'est vraiment hyper niche. Donc quand je disais ça à des profs, les profs ils étaient en mode mais qu'est-ce que tu veux en fait, tu vas pas avoir d'avenir. Et c'est faux parce que tous ces profs-là m'ont redirigé vers quoi? Vers un BTS communication. Mais le BTS communication, je pense que c'est l'un des secteurs où il y a le moins de débouchés. Il y a plus personne qui cherche des gens en communication. Il y a trop de monde. C'est un truc, il y a trop de monde, il y a trop de personnes. Toutes les personnes qui savent pas trop quoi faire et partent faire de la communication. Donc, du coup, c'est devenu un truc vraiment il y a beaucoup trop de demandes par rapport aux offres. Et je connais des personnes qui ont fait communication. Je travaillais aussi avec une personne quand je travaillais au Galeries Lafayette, une collègue à moi qui était en études de communication. Elle ne trouvait pas d'alternance. Elle était obligée de demander une alternance en tant que vendeuse, mais ça n'avait rien à voir avec la communication. C'était juste pour pouvoir avoir une alternance. Donc voilà, il y a vraiment, j'ai plein d'exemples comme ça de personnes, parce que du coup j'ai fait un BTS communication. Enfin, je suis restée 3 mois, mais du coup je suis restée un peu en contact avec des personnes dans cette école-là. Et franchement, c'est galère. Hein. C'est vraiment galère de trouver rien qu'un stage ou une alternance, parce que c'est des métiers où en fait il y a trop de monde à la porte, et il y a pas assez de propositions. Et donc en fait je comprenais pas, parce que alors certes l'équithérapie c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de gens qui connaissent, donc forcément il y a beaucoup moins d'offres, mais il y a beaucoup moins de demandes aussi. Donc en fait en général les demandes elles se transforment en offres parce qu'il y a beaucoup moins de monde en fait. Donc c'est certes des secteurs qui sont pas forcément super connus. Au final, c'est pas du tout le secteur vers lequel je me suis redirigée, mais ce qui est sûr, c'est que les profs ne m'ont absolument pas encouragée dans cette voie.
à part un prof, mais sinon tous les autres étaient vraiment en mode bah non, mais fais un BTS communication, parce qu'un BTS communication ça va t'ouvrir des portes. Mais je comprends pas, ça m'a ouvert des portes dans la communication, mais si c'est des portes que j'ai pas envie d'ouvrir, ça sert à rien que je les ouvre. Donc cette phrase de ça va t'ouvrir les portes, c'est bien quand tu sais vraiment pas ce que tu veux faire, quand tu sais rien du tout, t'as aucune idée, bah à la limite tu peux commencer par faire quelque chose. Déjà ça va pouvoir t'aider à te rendre compte de ce que t'as envie, ce que t'as pas envie, et puis aussi bah ça va potentiellement du coup t'ouvrir des portes. Au pire, si jamais tu t'es un peu trompé et tout, c'est pas non plus quelque chose de trop strict que t'as pris. Donc voilà, tu vas pouvoir grâce à ça trouver d'autres études. Enfin bref, tu vas pouvoir trouver des slaloms comme ça pour partir dans quelque chose que t'aimes. Ou alors si jamais tu trouves jamais ce que t'aimes, bon bah t'auras quand même à la fin de tes études, t'auras quand même potentiellement du travail. Mais même ça en fait maintenant c'est un peu faux parce que voilà, comme je dis, BTS communication, bah je suis pas sûre qu'à la fin en fait tout le monde ait du travail. J'en suis même persuadée. Donc voilà, ou en tout cas très difficilement. C'est des personnes qui ont vraiment du mal à trouver du travail. Donc voilà, je trouvais ça super bizarre de dire ouvrir les portes comme ça, alors que ça sert à rien d'ouvrir les portes pour ouvrir les portes. Il faut d'abord chercher ce que tu veux faire. Après, si vraiment tu sais pas, bon bah voilà. Et ce qui est sûr, c'est que moi je savais que j'avais envie de faire quelque chose de manuel, de plus manuel juste. Et c'est vrai que c'était pas du tout quelque chose qui était mis en valeur. Et quand je disais ça, on me disait ah mais non, mais ça c'est trop compliqué, ah mais non, mais ça tu trouveras rien, ah mais non, etc. Moi j'ai eu la chance après d'avoir des parents qui ils ont eu des doutes aussi comme des parents normaux, mais c'était plus par inquiétude et par amour. Mais voilà, au final j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire et ça m'a pris un peu de temps. Alors, j'ai commencé une école, puis j'ai arrêté, puis j'ai repris autre chose. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça bizarre de mettre dans la tête de quelqu'un qu'il faut absolument qu'il termine sa licence à la fac. J'ai aussi un ami qui fait une licence à la fac, mais en fait, il sait pas pourquoi il fait cette licence à la fac. Donc en fait, il réussit même pas à faire sa licence à la fac correctement puisque ça l'intéresse même pas. Et il sait même pas pourquoi il est en train de faire ça. Et quand tu lui dis mais pourquoi du coup tu continues? Enfin, ça sert à quoi que tu continues? Fais autre chose, change. Et il dit bah non, mais maintenant que j'ai commencé. Oui, mais maintenant que t'as commencé, ça va te servir à quoi d'avoir une licence dans un domaine que tu n'aimes pas, que t'as pas envie d'être là-bas. Donc en fait, je trouve ça super bizarre, voilà, de formater un peu les adolescents et les personnes qui sortent du lycée en leur disant que leur seule manière de réussir, vu qu'ils savent pas trop, bah va dans cette licence, ça va t'ouvrir des portes. C'est un peu bizarre. Donc voilà sur ce point-là, et je trouvais que c'était une bonne initiative en fait de mettre des classes pour apprendre à des personnes, à des adolescents qui ont du mal un petit peu à apprendre de manière classique, à leur faire apprendre des métiers plus manuels. Mais c'était vraiment quelque chose qui était très très peu valorisé et qui du coup les autres personnes, donc moi par exemple, imaginons qu'à ce moment-là j'avais été intéressée par la menuiserie. Donc en fait je sais pas, moi je sais qu'en plus la première fois quand je suis descendue dans le sous-sol là où il y avait le truc de menuiserie, je suis arrivée là comme ça et je me suis dit putain en vrai je kifferais trop faire de la menuiserie. Enfin je sais pas, moi j'aimais bien tout ce qui était manuel. Donc en vrai j'aimais pas spécialement la menuiserie, mais juste le fait de voir les machines, l'odeur du bois et tout, ça a réveillé quelque chose où je me suis dit en vrai je préférerais être ici que en cours de maths. Et en vrai c'était une idée un peu comme ça qui m'est passée par la tête. J'avais pas vraiment envie de faire ça, mais je veux dire il y a bien forcément un mec qui est arrivé là qui s'est dit en vrai j'aimerais trop faire ça. Le problème c'est qu'après derrière quand t'as tous les élèves et même les profs qui se foutent littéralement de la gueule des SECPA devant tout le monde en te disant que c'est juste des personnes bêtes, en fait toi qui s'étais dit en vrai pourquoi pas et tout, en fait ça te plombe complètement et tu te dis non je vais pas faire ça, ils sont bêtes donc je vais pas faire ça. Surtout qu'au collège tu vas pas forcément chercher plus loin et après on va se dire oui mais après c'est au collège, il aura le temps de rebondir plus tard. Mais en vrai pas forcément, parce qu'après tu pars dans un lycée général, puis après le lycée général les profs t'orientent vers quelque chose et il suffit que toi tu saches pas trop ou alors je sais pas, que t'aies pas forcément la force de caractère de dire bon ça non, ça j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose, donc vous me laissez tranquille et vous me laissez faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup tu vas vite te retrouver dans cet engrenage de faire quelque chose au final qui te correspond pas spécialement, et t'aurais peut-être été plus épanoui et t'aurais peut-être trouvé plus de bonheur et plus de sens dans la menuiserie ou n'importe quel autre métier. Et il faut que chaque personne puisse faire quelque chose qui l'attire, et surtout quand on sait que c'est des métiers qui sont en tension et quand c'est des métiers où il manque des gens. Donc je comprends même pas comment c'est possible que ce soit pas encore plus mis en avant, parce qu'on sait que c'est des métiers où il manque vraiment des gens. Parce que par exemple dans les chiffres que j'ai trouvés en France, il y a moins de 9% des élèves de 3e qui choisissent un CAP.
Donc c'est vraiment très très léger. Pareil, parce que CAP c'est connoté comme quelque chose de mauvais, d'assez négatif. Un apprenti, quand tu fais un CAP, bon voilà quoi, c'est pas forcément considéré comme le truc qui fait rêver tout le monde. Et je comprends que ça fasse pas rêver tout le monde, c'est pas l'objectif, mais ça a de la valeur et il faudrait l'évaluer à sa juste valeur. Et aussi un autre truc, en France, alors je sais pas exactement c'est quelle année, mais il y a beaucoup de statistiques qui étaient plutôt dans les années 2023, donc c'est pas exactement en 2025, sachant que j'ai vu aussi que en France, il y avait vraiment là des mouvements qui allaient essayer de justement de remettre en avant et de remettre en essor, parce qu'il y a vraiment un déficit dans les nouvelles personnes qui arrivent pour faire ces métiers-là. Donc du coup voilà, j'ai vu que pour 2026, etc., il y avait des nouvelles mesures qui allaient être mises en place, etc. Mais en tout cas pour le moment, dans les dernières années, il y avait plus de 150 000 postes qui étaient non pourvus chaque année. Donc 150 000 postes, c'est quand même pas mal. Donc voilà, il y a de la place et donc c'est encore une autre bonne raison pour inciter quelqu'un qui a l'air d'en avoir envie, de lui dire bah vas-y, c'est super intéressant ce que tu vas faire, c'est trop bien, ça va servir et si t'aimes ça, bah vas-y, fais-le. Au lieu de lui dire non, il faudrait plutôt faire la fac parce que ça va t'ouvrir les portes. Et en faisant cette vidéo, en écrivant un petit peu et en y réfléchissant du coup, parce que ça a quand même pris quelques semaines dans ma tête un peu à mûrir cette idée. Et en fait, je sais pas, j'ai commencé à faire le parallèle avec d'autres choses qui nous arrivent du coup maintenant dans le monde actuel, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et qui fait que augmenter de plus en plus. Et moi-même, je l'utilise et des fois, enfin c'est fou ce qu'on peut faire avec, rien que pour les photos, rien que pour plein de choses. On n'est même pas obligé de faire un shooting. Moi, je sais que je travaille avec des personnes, on utilise des photos qu'on fait par IA pour le compte Instagram, parce qu'en fait c'est des personnes qui ont pas forcément, c'est une marque qui a pas forcément les moyens de faire des shootings tous les 4 matins. Donc c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec. Mais du coup je me suis fait un parallèle de l'importance, parce qu'à un moment donné de toute façon l'IA saura faire tout ce qu'on sait faire maintenant et elle le fera potentiellement en mieux, pas avec plus d'émotion, pas avec plus de conviction, mais en mieux, juste en termes de technique et en termes de rapidité, et ce sera aussi moins cher. Donc en fait comme je sais pas, je me suis fait un parallèle un peu, peut-être qu'il est un peu sorti de nulle part, mais quand je réfléchissais du coup au fait que, par exemple, pour prendre l'exemple de la dentelle avant c'était quelque chose de super commun, il y avait beaucoup de personnes qui savaient faire de la dentelle, etc. L'industrialisation est arrivée, il y a eu de la dentelle qui a été faite de manière industrielle, c'était moins cher, plus rapide, donc des gens sont partis chercher de la dentelle, d'autant plus que d'un point de vue quotidien, c'était assez démodé de faire de la dentelle, donc du coup plus personne n'en faisait. Et maintenant c'est revenu à la mode, mais maintenant pour acheter de la dentelle ça coûte super cher. Maintenant quelqu'un de moyen qui a pas non plus qui a pas non plus énormément d'argent à mettre dans un bout de dentelle, il va aller en chercher de manière industrielle. Et je me suis dit, imagine que avec l'IA, ça ferait la même chose. Par exemple, je me suis mis dans la tête l'exemple d'un roman, parce que bien sûr, l'IA sera capable d'écrire des romans. Il y aura aucune barrière à ce qu'elle sera capable de créer dans n'importe quel art et dans n'importe quelle chose. L'IA sera capable de faire quelque chose qui nous égale, voire qui est plus technique et plus rapide, ça c'est sûr. Donc là, j'imaginais par exemple un roman qui est écrit par IA, du coup qui est plus rapide, qui demande moins d'argent, et donc du coup qui est moins cher, et que les personnes se disent allez, on va acheter des romans créés par IA, et que ça devienne du coup plus rare d'avoir des romans qui soient écrits par un réel écrivain, et que du coup un roman qui est écrit par un réel écrivain, qui est du coup maintenant assez commun, la plupart des gens quand ils achètent un livre, ils achètent toujours un livre qui est écrit par quelqu'un, et du coup ça devient de moins en moins quotidien, et qu'à un moment donné ça devienne carrément rare et élitiste, et que d'avoir un roman écrit par un humain, ce serait vraiment quelque chose d'assez rare, quoi, de quelqu'un qui a les moyens pourrait s'acheter un roman écrit par un autre humain, mais quelqu'un qui a pas trop les moyens, il prendrait des trucs écrits par IA. C'est un peu bizarre maintenant que je le dis à voix haute, parce que dans tous les cas, je pense que les écrivains ne vont pas arrêter d'écrire parce qu'il y a l'IA. J'avais aussi vu une phrase aussi d'un artiste qui fait des livres, qui fait des vidéos aussi beaucoup, mais qui a écrit un livre et qui disait
que dans tous les cas, pardon, l'IA sera capable de faire la même chose que ce qu'il fait lui, mais qu'il le faisait pas d'abord pour lui en fait, que c'était pas forcément quand il crée un livre, quand il écrit, c'est pas pour les autres, c'est vraiment pour lui, ça lui fait vraiment du bien, et que l'artiste, de quelque manière qu'il soit, n'importe quel art, n'importe quelle chose, n'importe quelle création, la personne qui crée le fait toujours d'abord pour elle. Enfin, en tout cas, moi, c'est pareil. Quand je fais de la peinture, quand je fais quelque chose, je sais que ça va servir à quelque chose, j'ai envie que ça serve à quelque chose, mais l'idée première, c'est me faire du bien à moi. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire, et donc c'est d'abord un plaisir assez égoïste en vrai. Donc je pense qu'un écrivain ne s'arrêtera pas d'écrire parce qu'il y a de l'IA. Et voilà, j'avais envie de le partager et de le mettre un peu comme conclusion autour de ça, et de pas faire les mêmes erreurs en fait, et de pas toujours privilégier le plus rapide et le moins cher. Même si je comprends bien que dans certaines situations, c'est plus que nécessaire et c'est même obligatoire. Mais il y a quand même beaucoup de personnes que je vois privilégier le rapide et le moins cher, alors qu'ils pourraient se permettre de privilégier quelque chose d'un petit peu plus local et peut-être d'un petit peu plus cher certes, mais voilà. Puis tout ça va contribuer, enfin, le fait qu'il y ait plus de monde dans ces métiers-là, qu'il y ait plus d'artisans, qu'il y ait plus de nouvelles personnes qui apprennent ces savoir-faire qui sont un peu perdus et qui sont un petit peu rares maintenant, plus il y aura de personnes pour les faire, plus il y aura d'offres, et moins ce sera cher en fait, parce que le cher ça vient juste du rare, et si c'est moins rare, et ce sera moins cher. Donc c'est super important, je trouve, de mettre en avant auprès des nouvelles générations tous ces métiers-là et tout ce qui s'ouvre autour de ça, et d'autant plus que voilà, moi je trouve que les métiers, le travail à la main, en tout cas moi c'est ce qui me parle pour de vrai, donc je peux en parler vraiment avec amour et avec conviction, que les métiers vraiment où on fabrique des choses avec ses mains, il y a tellement quelque chose de concret et c'est plaisant en fait, parce que t'as vraiment l'impression de faire quelque chose et d'avoir accompli quelque chose. Donc voilà, en tout cas je trouve que c'est super important, et j'espère que l'artisanat pourra revenir de manière plus quotidienne dans notre vie en France, pour que ce soit plus accessible à tout le monde, et pour que ce soit quelque chose qui redevienne en fait plus commun, et pas juste réservé à l'élite et aux gens qui ont plus d'argent que les autres. Donc voilà, mais ça passe par le fait qu'il faut qu'il y en ait plus pour que ça devienne moins rare. Mais voilà, j'ai l'impression de me répéter et c'est très difficile de conclure une vidéo. J'aimerais aussi faire une vidéo sur le sentiment que j'aime moi en accomplissant du travail manuel, et sur toute cette partie voilà de travail manuel qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. J'aimerais bien aussi faire une vidéo là-dessus. Je te laisse aussi avec les images de mon petit dessin que j'ai fait pendant cette vidéo. Donc c'est un module qui va me servir à faire un motif derrière. Le motif est d'ailleurs presque fini de ce dessin. Je l'ai vraiment presque fini. Je te le montre à l'écran aussi. Et c'est entièrement fait avec des encres naturelles que je fabrique toute seule. Donc n'hésite pas aussi à aller voir sur mon compte Instagram pour voir un peu mes créations, mon processus, comment je fais, et puis aussi mes vidéos, parce que normalement j'essaierai quand même de poster cette année plus de vidéos YouTube et des choses qui mettent en valeur mon processus et comment je fais, et des vidéos qui me ressemblent plus aussi, parce que j'ai beaucoup essayé de ressembler à des vidéos que je voyais, à ce qui plaît globalement, mais en vrai je me rends compte que même si y a personne qui les voit, je préfère quand même faire des vidéos qui me correspondent à 100% et qui me ressemblent à 100%. C'est beaucoup plus important pour moi. Donc voilà, et à très vite dans des nouvelles vidéos, et à très bientôt.